Watubé sur 105.5. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12. Nous sommes le dimanche 10 octobre 2021. Le 10 octobre est une des dates de l'histoire politique du Togo. En effet, en 2010, un nouveau parti venait allonger la liste des formations politiques du pays. L'Alliance nationale pour le changement s'offrait les couleurs orange sur le chapitre des significations. Cette couleur est celle de la gaieté, de la générosité, de l'ambition et de l'abondance. Sommes-nous suffisamment entrés dans le secret des concepts du nouveau parti, aujourd'hui âgé de 11 ans? 11 ans, c'est beaucoup. L'ANC et son leader sont passés de la tête de l'opposition à la tête d'une des plus grandes communes de la capitale. Quel bilan les anciens proches du nouveau chef de file de l'opposition font-ils du combat politique pour plus de démocratie au Togo? Le combat pour la démocratie a célébré une autre date cette semaine. Le 5 octobre 1990, s'est offert cette antéwine bougie. L'anniversaire a rassemblé quelques commentaires, débats et analyses des partis et acteurs publics. La Convention démocratique des peuples africains a souligné pour sa part que demain sera beau à la condition que les choix d'aujourd'hui reflètent les espoirs et non les peurs. En 1990, les Togolais, dans leur grande majorité, s'étaient engagés pour un pays manifestement démocratique. En vérité, la vie démocratique est assurée par divers instruments, dont les élections. Les prochaines au Togo vont avoir lieu bientôt. Elles seront régionales pour parfaire un agenda que le pays décline depuis quelques années. Dans quelles conditions seront organisées les prochaines régionales? C'est la principale question réunie durant 6 mois. Les acteurs politiques ont planché sur cette question. Les résultats vont-ils garantir un scrutin juste et honnête? En Afrique, les processus électoraux posent presque partout la problématique de sa justesse et de son honnêteté. C'est pourquoi des chefs d'État se succèdent pour appeler à plus de transparence durant ces processus. Mieux, ils pensent qu'il faut définitivement fermer les portes des troisièmes mandats. Le président du Nigeria l'a dit, celui du Ghana l'a suivi. En Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la première fois qu'on entend ces discours. Quel crédit accorder alors à Muhammadu Buhari et à Nana Akufo-Addo? Il n'y a pas longtemps, le président du Ghana était avec Alpha Condé, désormais ancien président de la Guinée, au Togo, pour justement aider le pays à trouver une solution à la crise du mandat présidentiel. Ironie du sort, c'est une crise des mandats qui a fini par emporter le facilitateur guinéen. Celui qui connaît bien les sommets France-Afrique n'était pas vendredi à Montpellier. Son successeur ni aucun autre président africain n'était convié au traditionnel sommet. Quelque chose serait-elle réellement en train de changer dans les relations entre l'Afrique et la France? En 2017, à Ouagadougou, le président français parlait de la fin de la France-Afrique. En 2021, à Montpellier, il annonce la création d'un fonds de 30 millions d'euros pour la démocratie en Afrique. Au fond, la problématique de la démocratie africaine est-elle une question de fonds, de billets de banque en euros ou en dollars? Voilà des questions. Pour ce numéro au D12, c'est le porte-parole de l'ANC qui est dans nos studios. Éric Dupuis répondra à vos questions dans 45 minutes au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Atiobé, bonjour Madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Il y a cette question qui circule dans les rues africaines depuis vendredi, le sommet France-Afrique ou Afrique-France, je ne sais pas l'autre dans lequel vous le préférerez. La création d'un fonds de 30 millions, ce fonds va-t-il sauver la démocratie en Afrique? Je ne poserai pas la question de cette manière-là. Ce que je retiens, c'est que pour une fois, la jeunesse togolaise s'est exprimée. Africaine. La jeunesse africaine s'est exprimée à Montpellier, sans langue de bois, sans obséquiosité, et je m'en félicite. Je ne connais pas les objectifs des organisateurs de ce rassemblement, mais quand j'entends des jeunes femmes, des jeunes hommes africains s'exprimer et dire ce que l'Afrique pense des relations internationales, je suis heureux et je me retrouve à travers ces jeunes-là. Et pendant longtemps et aujourd'hui encore, nos gouvernants sillonnent à travers des ministres les pays européens, notamment les États-Unis, pour désinformer ces pays sur la réalité de leur pays. Cette fois-ci, c'est les jeunes Africains
qui se sont librement exprimés. Vous savez, le problème entre la France et l'Afrique est un problème assez difficile parce qu'on accuse souvent la France de tous les maux. Mais en réalité, c'est à tort partagé parce qu'il y a une certaine redevabilité de ceux qui dirigent nos pays depuis des années vis-à-vis de la France. Peut-être due à leur mal élection, peut-être dû à des pots de vin touchés, des facilités, des enrichissements illicites sur lesquels certains États européens ont fermé ou ferment toujours les yeux. Donc, à partir du moment où vous vous sentez redevable vis-à-vis de ces pays, il est difficile de lever le ton lors des discussions avec ces États. Regardez, tout dernièrement, il y a eu une présidentielle au Togo. Pendant la campagne électorale, un candidat se permet de dire lors de ces meetings que lui, il a la confiance de la France, que l'un de ses adversaires n'est pas aimé par les Français, donc il n'a aucune chance, qu'il aurait des carnets d'adresses qui lui permettent d'être soutenu par la France. Et puis après, retour du positionnement, on critique la France d'avoir envoyé ou non une lettre de félicitations à M. Faure Gnassingbé. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, cette histoire continue. On a des déclarations quasi quotidiennes en disant que oui, l'ambassadeur a menti, le Quai d'Orsay a menti, mais en réalité, le président Macron n'aurait pas... Mais tout ça là, qu'est-ce qu'on veut? Mais en fait, on doit s'occuper, s'il vous plaît, on doit s'occuper de nos problèmes. La qualité des élections qui se passent chez nous, les fraudes électorales, la situation même des institutions, notamment la Cour constitutionnelle, qui est aujourd'hui, nous le disons, qui est illégitime, il faut le dire. Ah, la Cour constitutionnelle n'est pas légale au Togo, puisque sa constitution ne respecte pas les dispositions de la Constitution. L'ANC avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO dans ce but. Donc, c'est ça la réalité. Mais en fait, votre réponse sur ma première question, elle est vraiment longue et elle ouvre un certain nombre de perspectives inattendues, notamment sur la question d'une lettre de félicitations à Faure Gnassingbé, le fait qu'un candidat à la présidentielle de 2020 ait dit avoir le soutien de Paris. En réalité, ce n'est pas nouveau qu'on entende ce type de discours venant des candidats à des élections. C'est un discours. Ce n'est pas nouveau quand même en Afrique. C'est un discours de servilité. Oui, est-ce que c'est nouveau? Que moi j'aborde, je n'accepte pas ça. Okay. Que ça soit nouveau ou ancien, je ne l'accepte pas. Vous aviez dit... On critique un pays pour son ingérence dans nos politiques et on a une attitude de servilité vis-à-vis de ce pays. C'est un paradoxe. Ok, vous semblez être enthousiaste par rapport à la tenue du sommet de Montpellier. Vous avez dit quelque chose que vous ne connaissez pas, les objectifs qui sont ceux des organisateurs, mais quand même, vous êtes très enthousiasmé par les prises de parole, notamment des jeunes qui étaient à Montpellier. Quels peuvent être les objectifs des organisateurs? Parce que d'habitude, ce sommet réunit un président français et des chefs d'État africains. Moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Les objectifs, je vous ai dit au début que je ne les connais pas. Mais, par contre, la réponse, la présence, la posture de notre jeunesse à Montpellier me rend fier d'être africain. Est-ce que ça seul suffit? Pour moi, ça suffit. Maintenant, ce que je demande à cette jeunesse, c'est d'avoir le même aplomb, d'avoir le même ton, la même dignité face à ceux qui nous dirigent dans nos pays. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir dit vertement ce que l'on pense aux Européens, mais il faut que, de retour dans leur pays, ils aient la même fermeté, la même exigence vis-à-vis des chefs d'État qui régentent nos pays depuis des années, qui modifient à volonté les constitutions, les lois du pays, seulement pour se maintenir au pouvoir. Voilà, donc je suis fier de cette jeunesse et je demande à cette jeunesse de poursuivre cette attitude de fierté et d'appartenance à l'Afrique dans leur propre pays
pour que ça change dans toute l'Afrique francophone. Parce que c'est dans l'Afrique francophone, surtout, qu'il y a ces problèmes-là. Ce qui s'est passé à Montpellier pour un certain nombre d'observateurs, c'est nouveau parce que c'est la première fois qu'on a mis de côté les chefs d'État. Mais ça ressemble un peu aussi à un autre sommet tenu à la Baule, toujours en France, pour parler de démocratie, puisqu'au fond, en France, il s'était agi à Montpellier de démocratie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu, déjà entendu? Vous savez, monsieur Atioubé, vous comparez Montpellier à la Baule, on peut le faire, mais mon souci, c'est ce que nous, Africains, nous en tirons. Le discours de la Baule a fait bouger l'Afrique. Il y a eu des changements un peu partout, mais au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et pourquoi rien n'a changé? C'est ça la question que je me pose. Si parmi ces jeunes Africains à Montpellier, il y a des Togolais qui reviennent avec des idées déterminées pour pouvoir mener la lutte pour qu'il y ait un changement, une alternance politique dans notre pays, je ne pourrais que m'en féliciter. Quels sont les bénéfices que nous pouvons tirer de cette rencontre? C'est ça la vraie question que je me pose. Mais ce que un autre pays peut tirer, pays organisateur peut en tirer, ce n'est pas mon problème. C'est à vous de savoir tirer profit de vos rencontres. Vous n'allez pas attendre que l'autre se sacrifie pour vous. Vous savez, c'est le général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Mais est-ce que cela ne peut pas être... Mais avant lui, il y avait d'autres chefs d'État qui l'avaient dit. Mais donc, la France peut avoir des intérêts, mais pourquoi nous, Africains, nous n'aurions pas des intérêts dans ces rencontres? En l'absence des décideurs, des premiers décideurs politiques en Afrique qui n'étaient pas à Montpellier, comment est-ce que nous pouvons, ou comment est-ce que le continent peut tirer véritablement profit, surtout que ceux qui décident en Afrique qui n'étaient pas là? Bah, c'est tout simplement parce qu'il faudrait que cette jeunesse-là, de retour dans son pays, puisse continuer à tenir un langage aussi franc, aussi engagé, aussi responsable, face aux dirigeants de leur pays. Vous avez l'impression que cette jeunesse, elle est prête à faire ce qui s'est passé à Paris, en fait à Montpellier, une fois de retour sur le continent? Moi, je suis enclin à avoir confiance en cette jeunesse. Et je demande aux aînés que nous sommes d'aider, de soutenir cette jeunesse pour qu'il y ait l'alternance, pour qu'il y ait une nouvelle démarche politique en Afrique vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du monde. Aujourd'hui, le monde entier est un petit village et on est obligé de se côtoyer. Bon, ayons la dignité de dire que les négociations, les relations commerciales ou amicales que nous avons ne nous satisfont pas. Ce n'est pas une question de lèse-majesté, monsieur Atioubé. Si nos relations amicales, à un moment donné, sont faussées et que je vois qu'il y a une certaine hégémonie de votre part, c'est mon droit absolu de vous dire non, monsieur Atioubé. Si vous voulez que nous puissions commercer ensemble pendant plus longtemps, il faudrait quand même qu'il y ait un respect de l'un et de l'autre et qu'il n'y ait pas une certaine serviabilité de la part de l'un par rapport à l'autre. On a noté que là, les médias français notamment mettent dans l'ordre pour désigner le sommet qui vient de finir, l'Afrique avant la France. En réalité, où très souvent on parle de France-Afrique, là ils ont parlé d'Afrique-France. Est-ce qu'il y a une nuance? Bon, moi je suis certain qu'il y a une nuance. Sinon, la France ne l'aurait pas faite. Il faut dire que, vous savez que la langue que nous parlons est une langue française. Hein, nous l'avons empruntée à la France. Donc, le fait de mettre l'Afrique avant la France, pendant longtemps c'était la France avant l'Afrique, je suis persuadé qu'il y a une nuance très importante que nous devons saisir. Moi, j'ai l'impression que la France continue pas à dicter le tempo. La preuve, c'est elle qui a convié les jeunes et les acteurs de la société civile dans une ville française. C'est elle qui n'a pas invité les chefs d'État. Et pour un certain nombre d'observateurs comme moi, il se pose une question. Que pensent les chefs d'État africains, par exemple, de ce qui vient de se passer? Oh, vous savez, est-ce qu'ils pensent quelque chose, d'abord? Mais ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'ils pensent quelque chose de cela? Vous savez, les relations de nos chefs d'État avec la France, je vous l'ai dit, sont des relations viciées.
des relations de redevabilité. redevabilité. Et tant qu'il y aura cette posture-là, on ne pourra pas parler d'égal à égal. C'est tout. Vous savez, quand vous maltraitez vos populations, vous assassinez vos peuples, vous ne respectez pas les lois de vos pays, vous fraudez les élections, vous vous enrichissez aux dépens des populations. Mais nos amis européens le savent. Ils sont informés régulièrement par leurs ambassades. Ils savent ce qui se passe. Donc, quand vous les rencontrez, vous êtes obligé de faire profil bas. Vous êtes obligé d'accepter parfois l'inacceptable au détriment de votre population. C'est ça ce qui mine nos pays. Si vous voulez avoir une certaine dignité vis-à-vis des autres, vous avez une conduite à tenir. Une conduite de respectabilité. C'est ça. Donc, je suis très content, moi personnellement, de cette réunion, surtout, pas pour l'objectif, pour l'attitude de nos jeunes. Dans cette attitude, beaucoup de gens le savent. En fait, en Afrique, cette nouvelle génération, elle est relativement différente de l'ancienne génération. Nous n'avons pas dans nos pays cet engagement-là, cette volonté de dire à nos dirigeants, parce que chez nous, les dirigeants, les chefs d'État sont considérés comme des rois, comme au-dessus de tout. Ils ont le droit de nous voler, ils ont le droit de s'enrichir, ils ont le droit de vie et de mort sur nous. Il faut qu'on quitte cette image-là et qu'on ait une autre image de ceux qui nous dirigent, à qui nous avons le droit et le pouvoir de dire ce que nous pensons. Selon vous, donc, ces jeunes ont pu se substituer efficacement ou valablement au chef d'État qui n'était pas là? Oh, je le souhaite vivement. Oui, le souhaiter entre le souhait et la réalité. Je l'espère que le ton avec lequel ces jeunes se sont adressés aux Français, et notamment au président de la République française, M. Macron, je pense que le jour viendra où ils pourront très rapidement utiliser le même ton pour dire au chef d'État africain, à M. Faure Gnassingbé, non, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord avec vous, ce n'est pas pour ça que vous êtes là, vous devez vous occuper de la jeunesse, vous devez vous occuper des vieux, vous devez vous occuper de la santé de nos populations. Or, vous êtes là depuis bientôt 20 ans, vous n'avez rien fait. Cette posture que vous décrivez une fois sur le continent, vous les attendez pour quand? Et cette jeunesse, vous êtes certain, si elle est prête, par exemple, à tenir ce type de langage devant le chef d'État une fois qu'ils sont sur le continent, est-ce que vous attendez ces postures-là pour les prochaines semaines, les prochaines années? Qu'est-ce que vous... Moi, je le souhaite pour le plus vite possible. S'il commence aujourd'hui au Togo, je les soutiendrai et je me mettrai, je les aiderai comme porte-parole. Le sommet, pour certains, sert de campagne électorale pour le président français. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, puisque vous savez qu'en France, l'année prochaine, le président Macron sera une nouvelle fois face à d'autres candidats. Est-ce que vous partagez ce qu'ils pensent? Je ne suis pas persuadé que la France ait besoin de l'Afrique pour ces élections présidentielles. Je ne suis pas persuadé. Non, mais en fait, ce que vous dites, est-ce que c'est pas un peu surprenant, puisque... Ce n'est pas les Africains qui vont aller voter pour le président. Est-ce qu'ils n'apportent pas... Même s'il y a de nombreux binationaux actuellement en France, je ne pense pas que cela soit déterminant dans la politique française. Certains pensent aussi que c'est les difficultés que Paris rencontre à Bamako, à Alger, à Conakry, que ces difficultés-là ont incité le président français à réorienter d'une certaine manière le format du sommet. Et ils ajoutent que c'est ce que les Blancs ont plus que les Noirs, qu'ils dévancent les événements. Vous savez, c'est vrai, les Européens anticipent plus vite que nous. Et pour quelle raison? C'est tout simplement parce que nous n'osons pas. C'est vrai, c'est une question, et puis c'est une question de rapport de force. Vous parlez de cette rencontre avec la jeunesse, mais ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État français rencontre la jeunesse en Afrique. Dans un sommet? Pas dans un sommet, oui. Mais rappelez-vous, M. Sarkozy avait rencontré les étudiants dans une université sénégalais. Ce n'est pas un sommet. Ce n'était pas un sommet. Et quand il a voulu
prendre certaines positions, ben, les jeunes africains, les Sénégalais, lui ont répondu, pratiquement du tac au tac. Donc ce n'est pas la première fois. Ce qui est nouveau, c'est que on a réuni en France, pas les jeunes d'un pays, mais les jeunes de plusieurs pays de l'espace francophone africain. C'est ça qui est nouveau. Et je le salue. Je dis que, au moins pour une fois, il n'y a pas eu de langue de bois, il n'y a pas eu d'obséquiosité, il n'y a pas eu de comportement de soumission vis-à-vis de leur hôte. Et c'est ça que je salue. Merci, nous allons parler toujours de démocratie puisqu'il parle de 30 millions d'euros pour soutenir la démocratie africaine. Est-ce que vous pensez qu'en Afrique, les difficultés que rencontrent les processus démocratiques, que ce soit dans les pays francophones ou anglophones, est-ce que c'est une question de fond? Ça, c'est une bonne question. Présenté comme ça, je dirais non. Mais vous savez que la démocratie en Afrique est une question d'argent. On a voulu détruire un candidat dans ce pays pour justement une affaire de 30 millions qui n'existe pas. C'est ça la réalité. Parce que quand vous faites de la politique en Afrique, notamment l'opposition, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens financiers. Si vous n'avez pas de moyens financiers, vous ne pouvez pas mener la lutte contre une dictature qui détient tout dans le pays, qui détient la justice, l'armée, l'Assemblée nationale, la finance. Dans tous les pays africains, ou presque, l'opposition n'a jamais été au pouvoir. Bien au contraire, a été maintenue le plus éloigné possible, je vais parler du Togo, du pouvoir, du régime. Ce qui fait que il est difficile d'arriver au pouvoir. Ceci étant, les 30 millions d'euros, je ne sais pas à quoi cela est destiné, donc il m'est difficile de me prononcer dessus. Les 30 millions sans doute pour soutenir les efforts des uns et des autres, qu'il y ait beaucoup plus de démocratie. En réalité, je parlais de la Baule. Vous vous rappelez qu'à la Baule aussi, il y a eu des conditionnalités qui avaient été posées par les concepteurs de cette trouvaille. À cette époque, il fallait beaucoup plus de respect des droits de l'homme, de bonne gouvernance, et pour qu'il y ait des soutiens, notamment venant des pays européens. Mais la suite, on la connaît. C'est sans suite. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas fondé de mettre les mêmes doutes sur ce qui est annoncé là aussi Dans ce cas-là, tout ce que nous faisons en Afrique, il faut mettre un doute. C'est comme la signature de l'APG. Il y a beaucoup de choses qu'on promet aux populations. Vous savez, on a promis des élections locales dans cette période-là. Quand est-ce qu'on a vu les élections locales? Il y a 2 ans. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nos dirigeants sont face à leur population, face à l'extérieur, paraissent souvent irresponsables. C'est ça qui est dommage et c'est ça qui mine le développement de nos pays. Quand vous parlez de dirigeants irresponsables, est-ce que c'est pas exagéré? Non, je dis ils paraissent irresponsables. Non, mais en fait, dans la réalité, est-ce que dans la réalité, ils sont irresponsables? Quelqu'un qui assassine, qui accepte d'assassiner ses populations et qui dirige un pays où il y a des crimes et que l'impunité reste le mot d'ordre, moi je trouve qu'il y a une certaine irresponsabilité. Mais qui assassine? Celui qui refuse... Qui assassine par exemple? Vous savez, tout à l'heure vous avez parlé du mois d'octobre 1990, mais toute l'histoire du Togo est jalonnée d'assassinats, de meurtres. J'ai en mémoire les 2 jeunes de Mango, de Dapaon, les jeunes de Mango. J'ai en mémoire le jeune homme, il n'y a pas longtemps, qui la nuit a voulu aller faire ses toilettes dehors, qui a été froidement assassiné parce qu'il y avait le couvre-feu sanitaire. Donc tout ça là, mais c'est sans lendemain. Tout dernièrement encore, à la frontière du Ghana, il y a un jeune homme qui a été molesté par des militaires à mort. Il n'y a pas eu de justice. On ne sait pas ce que ces assassins sont devenus. Donc,
l'impunité est érigée en droit, en fin de compte. Je peux le faire, je ne serai pas puni. Ça, c'est criminel. C'est de l'irresponsabilité. Mais ce que vous dites, c'est vrai, que oui, il y a eu de ces incidents, mais dire qu'un régime qui passe tout son temps à assassiner... Qui passe tout son temps à accepter ces assassinats-là est irresponsable. Oui, mais en fait, est-ce que... C'est ce que je demande. Dans un pays responsable, tous les citoyens sont égaux. Quelqu'un qui commet un crime, quel qu'il soit, il est puni de la même manière. Il n'y a pas ceux qui sont punis de telle manière et ceux qui sont punis d'une autre manière. Nous parlons de démocratie et nous parlons de la France. Et quand on parle de démocratie, on parle de la France, on parle de la Baule, récemment de Montpellier. On peut aussi parler du 5 octobre, puisque vous-même, vous en avez fait allusion tantôt. Beaucoup pensent que depuis le 5 octobre, il y a beaucoup d'avancées dans notre pays. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous partagez ou pas. Vous savez, je n'étais pas au Togo dans cette période-là. J'étais en Europe. Et nous avons suivi cela de loin avec beaucoup d'espoir. Et je ne voudrais pas commenter cette période et je préfère laisser cela à ceux qui ont vécu cette période et qui se sont battus dans cette période-là. Maintenant, les conséquences. Moi, j'observe que par rapport à ces années-là, rien n'a changé. Pas grand-chose. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, je suis devant vous, je m'exprime librement. Non, mais je ne vais pas vous dire ça. Je vous dirai autre chose. Et que ce sont des avancées démocratiques. Moi, je vous dirais que non. C'est toujours la même dictature, peut-être, avec une façade un peu différente, un peu plus hypocrite, mais c'est la même dictature. Ce que les populations togolaises demandaient à l'époque, l'alternance politique, nous la demandons aujourd'hui encore. Le droit des citoyens à s'exprimer, nous le demandons toujours. La transparence dans les élections, la liberté des institutions face à l'exécutif, nous le demandons toujours. Dire à l'époque que c'est l'armée qui dirige le pays, nous le pensons aujourd'hui encore. Donc pour moi, fondamentalement, rien n'a changé. En tout cas, c'est aussi grâce par exemple, à une date comme le 5 octobre qu'on a découvert quelqu'un comme Éric Dupuis. C'est vrai qu'on écoutait votre nom, mais vous êtes rentré au pays. C'est une avancée puisque vous n'êtes pas seul à rentrer au Togo, parce qu'entre-temps, il y a eu une loi d'amnistie qui a permis à un certain nombre de Togolais de rentrer, de faire de la politique. Depuis, beaucoup de Togolais ont accédé à des postes électifs, notamment venant des milieux de l'ANC. Si aujourd'hui vous dites que presque pas grand-chose n'a changé, c'est un peu surprenant. Mais non, pas grand-chose n'a changé. Vous savez, les postes sélectifs, parlons-en. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, telle qu'elle est constituée, ne représente pas l'opinion nationale. Elle ne représente pas. Elle est, je dirais, excusez-moi le terme, elle est monocolore. C'est-à-dire que c'est le régime en face qui domine la quasi-totalité de cette Assemblée-là. Ce n'est pas une démocratie. Quand nous demandons des réformes substantielles pour qu'il y ait une transparence et une équité dans les élections depuis des années, Monsieur Athiobé, souvenez-vous, en 2006, nous avions, après de gros problèmes, nous avons signé un accord. L'APG, accord politique global. Quel était le contenu de cet accord politique global? Des réformes en profondeur, des réformes des institutions, des réformes de la loi électorale, des réformes des institutions qui ont des responsabilités dans les élections, des réformes de l'armée. Nous sommes en 2021. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Non, mais en fait, vous le dites sincèrement, là. Rien. Non, mais en fait, quand vous dites que pour les réformes, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Oui, mais en fait, quand on vous écoute, certains peuvent commencer par rire, tout simplement, parce que quand vous dites que rien n'a été fait, sur ce qui concerne... Citez-moi quelque chose de positif. Oui, mais en fait, déjà, au niveau de la PG... Les réformes du cadre électoral, pourquoi nous en parlons encore à la CNAP? Parce que certains... Les réformes de
de la cour, des institutions du pays. Pourquoi nous en parlons? Des réformes de la loi sur les manifestations. Pourquoi nous en parlons? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réformes sur la loi portant manifestation dans notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réformes autour? Il y a eu la loi Bodiona qui a été modifiée en août 2019 avec M. Boukossi qui a durci la position. Nous avions dénoncé cela en 2019 à maintes reprises. Mais il y avait quand même... Même les Nations Unies sont intervenues à travers une longue lettre pour dire que cette loi viole la Charte des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, à la CNAP, on refuse, puisqu'on maintient cette loi dans la forme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté légèrement la plage horaire des manifestations passant de 11h à 18h. On a fait aujourd'hui, c'est de 8h à 17h. Mais les espaces et les zones, les axes et les zones qu'on doit emprunter pour manifester ont été renforcés, puisque maintenant la loi dit que, en plus de ce qu'il y avait avant, les ambassades, les lieux, ceci, on rajoute toutes les rues commerçantes. Si vous enlevez toutes les rues commerçantes de Lomé, ben, cher ami, vous allez aller manifester dans les champs devant les vaches et les moutons. Quand vous dites qu'il n'y a rien eu, je vous pose la question. Je continue toujours dans cette loi, puisque vous m'avez amené là-dessus, la liberté de manifester. Avant, on était sous un régime d'information. Aujourd'hui, il faut demander l'autorisation, 72 heures à l'avance. Vous voyez, donc, on a durci les choses. Même sur le régime de déclaration, l'autorité peut être amenée à vous faire modifier, par exemple, ce que vous appelez, par exemple, les itinéraires. Cela a été toujours. Maintenant, on interdit les itinéraires. Ce n'est pas modifié, on interdit. On dit, si vous voulez faire vos manifestations, éloignez-vous de 10 km du centre de la ville. Au moins, comme ça, vous ne dérangerez personne. Alors, quel est le but de la manifestation? N'allez pas chanter aux oiseaux? Cela suppose que quelque chose a été fait entre l'APG et maintenant. Vous aviez dit que rien n'avait été fait. Il y a eu au moins la loi Bodiona. Il y a eu aussi, par exemple, la parité au niveau de la CENI. Quelle parité au niveau de la CENI? Attendez, je vais finir. Autour de la crise de 2017 à 2018, les négociations avaient abouti à ce qu'il y ait eu représentants de l'opposition et eu représentants du pouvoir. Même ça n'a pas permis à ce qu'on tourne la page des réformes. Ça n'a jamais eu lieu, puisque dès qu'on est arrivé de Conakry à Lomé, les dés ont été pipés. Les engagements que le chef de l'État guinéen nous avait donnés en ce qui concerne la présidence de la CENI a été rejeté par le Togo. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas eu de parité. Mais puisque vous parlez de la CENI, aujourd'hui, la composition de la CENI, sur 17 membres, il y a 12 qui appartiennent à la sensibilité gouvernementale. 12 sur 17. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est votre analyse. Et en plus de ça, les 3 sièges qui restent à l'opposition extra-parlementaire, les 3 seront choisis par cette assemblée-là sur une liste de 6 au minimum. Mais qu'est-ce que vous proposez à l'ANC? On avait proposé que ça soit paritaire, qu'il y ait le même équilibre. On avait expliqué ça très longuement, ça a été rejeté. Et quand nous avions fait les conférences de presse, on les a encore exprimées. Je ne sais pas si on aura le temps, mais si j'ai tous les dossiers ici, je peux vous donner la composition telle que nous l'avions proposée. 8 membres pour la majorité parlementaire, 8 membres pour l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, une personnalité désignée par consensus pour la fonction de président. Nous l'avions dit. Est-ce que vous pensez de nos discussions. Est-ce que vous pensez qu'on arriverait à désigner une personnalité par consensus qui ne poserait pas de problème par la suite aussi dans notre pays? Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens honnêtes au Togo? Ah, il n'y a pas de personnalité au Togo qui puisse dire la vérité au peuple togolais? Alors, c'est une insulte pour nos compatriotes. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que si, de manière consensuelle, on désigne une personnalité à qui nous pouvons avoir confiance, on pourra régler le problème de la présidence de la CENI, qui a toujours été dirigée depuis que cette institution est créée
par la mouvance présidentielle. La question de la CENI est une question qui a toujours divisé les Togolais. La question, surtout sous son format politique, à vous écouter, vous êtes pour une CENI politique, mais certains pensent qu'il faudrait régler ce problème en ayant une CENI technique. Je ne sais pas si c'est une des... Ça, c'est un faux problème. Moi, je dis une chose. L'ANC dit une chose. On accepte le principe d'une CENI politique. Mais cela ne suffit pas. Il faut une CENI réellement indépendante. C'est pour assurer cette indépendance que nous demandons une réelle parité 8-8, plus une personnalité neutre, désignée de manière consensuelle, pour assurer l'équilibre. Et cela va permettre une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif à travers le ministre de l'administration territoriale. Vous ne pouvez pas dire que la CENI est une institution indépendante et en même temps la soumettre directement ou indirectement à l'autorité du ministère de la décentralisation. Ce n'est pas possible. Vous avez participé aux travaux de la CENAP. Ce que vous dites aujourd'hui, on peut conclure que c'est trop tard. Les réserves que vous portez, puisque ces réserves, c'est vrai que quelques heures avant la clôture des travaux au niveau de la CENAP, ces réserves ont été rendues publiques. Mais nous sommes à près de 2 mois après la conclusion ou la fermeture ou la clôture de ces travaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans le train qui est déjà en marche ou qu'est-ce que vous allez faire? Nous ne prenons jamais le train en marche. Nous continuons à dire ce que nous disons. Et nous continuons à nous battre pour obtenir gain de cause parce que nous comptons malgré tout à l'intelligence des Togolais. Vous savez, vous avez résumé ce qui s'est passé à la CNAP. Nous n'avons pas attendu la fin de la réunion de la CNAP pour dire ce que nous pensons. Depuis le mois de juin, nous avons tiré la sonnette d'alarme. D'abord, par courrier adressé au ministre de l'administration territoriale, ensuite la rencontre avec le président national Jean-Pierre Favre, ensuite une conférence de presse, 2 conférences de presse, 3 conférences de presse, puis nous avons annoncé que nous quittons la CNAP. Et nous avons dit, devant tout le monde, les raisons qui nous ont amenés, qui devaient nous amener. D'ailleurs, dans la première lettre, nous avons mis en garde, dans la deuxième lettre, nous avons dit que si rien n'est fait, nous n'allons pas soutenir les décisions de la CNAP. Puis, quand on a eu les conclusions de la CNAP, nous avons réagi, puis nous avons sorti un document dans lequel nous avons mis d'un côté toutes nos propositions face aux décisions de la CNAP et nous avons mis nos conclusions. Donc c'est en toute transparence. Mais on a l'impression que vous êtes seul face aux autres. Mais est-ce que ça a de l'importance? Quand on fait de la politique, on ne fait pas de la politique avec les autres. Notre ligne politique appartient à l'ANC. La ligne politique des autres partis politiques leur appartiennent. On ne peut pas tout le temps copier la ligne politique de l'autre. Je peux ne pas être d'accord avec la ligne politique d'un parti politique lambda, mais avoir de bonnes relations avec ce parti politique. On sait que le processus en cours va aboutir à des élections régionales. On a l'impression, à vous écouter là, avec les réserves que vous portez, que si vous tenez à ces réserves, vous ne participerez pas à ces élections alors. Oh, vous allez un peu vite en besogne, cher ami. Vous tirez une conclusion que vous seul pouvez tirer. Je mets des si. Attendez, moi en tant que responsable politique, je ne peux pas tirer une conclusion de cette nature. Mais cela suppose alors que... Si je vous donnais ça, c'est comme si je me tirais une balle dans le pied. Oui. Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que l'ANC croit en l'intelligence de l'homme. Nous continuons à discuter, nous continuons à maintenir notre position. Mais à discuter avec qui? À discuter avec qui? Dans l'une de nos communications, nous avons dit que nous restons ouverts
à toute discussion quand il s'agira de trouver des solutions pour l'amélioration du cadre électoral. Nous restons sensibles. Maintenant, quand on vous dit on fait un recensement biométrique, ce n'est pas nouveau. Monsieur Atioubé, depuis 2007, votre carte d'électeur est biométrique. Puisque là-dessus, vous avez votre empreinte digitale, vous avez votre photo. Elle est biométrique. Mais ça sert à quoi d'avoir une carte d'électeur biométrique quand on n'a aucun moyen pour authentifier le porteur de cette carte-là? Maintenant, je dis, ça ne sert à rien. On dépense des milliards, gadgets, ça ne sert à rien. Nous disons, il suffit de mettre en place un lecteur de carte pour vérifier si le porteur de la carte est bien le citoyen qui s'est fait enregistrer à tel moment. Est-ce que c'est de la mer à boire? Non. Maintenant, si nous décidons que pour cette raison-là, nous n'allons pas aller aux prochaines consultations électorales, c'est une décision politique qui appartient à l'ANC. Cependant, je vais vous faire une confidence. L'ANC travaille comme tout parti politique normalement constitué, travaille à la préparation de toute échéance électorale. Mais nous sommes en ordre de bataille pour les régionales, pour les prochaines législatives, pour la présidentielle. C'est le rôle d'un parti politique. Mais ça, c'est une bonne nouvelle alors. Mais c'est le bon fonctionnement d'un parti politique. Nous ne pouvons pas, en tant que parti politique, occulter les échéances électorales, quelles qu'elles soient, même si nous les dénonçons. Maintenant, le moment venu, si la direction du parti, le comité politique ou le bureau national décide de ne pas présenter de candidat, on expliquera aux populations à ce moment-là les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas... Mais si on se réfère à une des dernières déclarations venant des milieux de l'ANC, c'est que vous ne boycotterez plus d'élections dans notre pays. On n'a jamais dit cela. Ok. Qu'est-ce qui a été dit? Puisque ça circule, qu'est-ce qui a été dit? On n'a jamais dit cela. Vous pouvez regarder tous les documents que nous avions sortis à l'époque, que ce soit nos résolutions, nos recommandations que nous avons rendues publiques, cela n'est marqué nulle part. Cela existe dans un rapport de séance, le rapport des travaux. Dans le rapport des travaux, il y a beaucoup de choses qui sont dites, parmi lesquelles cela. Il y a certains militants qui ont souhaité cela. On est obligé de consigner le contenu de toutes les discussions qu'on a eues. C'est le rapport général. Dans ce rapport général, ça existe dedans. Maintenant, de ce rapport général, on va voter pour les points essentiels retenus par la direction. Et c'est à travers ces votes-là que nous allons rédiger les résolutions, les motions, les recommandations, et qui sont les décisions du Congrès. Ça ne figure nulle part. C'est bon d'avoir cette précision-là. Il y a une chose, c'est que la semaine passée, les députés ont voté un certain nombre de tests, oui, ont voté un certain nombre de tests issus des travaux, des conclusions de la Sénat. Cela suppose que, malgré les imperfections que vous semblez constater autour de tout ce qui a été décidé, vous êtes présent dans le processus. C'est ça ce qu'on peut retenir. Mais non, on n'est pas présent dans le processus. Ça, je ne suis pas d'accord avec votre conclusion. Je dis qu'en tant que parti politique, nous devons œuvrer pour que notre parti soit en ordre de bataille pour toute échéance électorale. C'est la vocation d'un parti politique. C'est conquérir le pouvoir par les urnes. Malgré les imperfections que vous constatez là. Je dis, ça c'est la règle. Maintenant, mais vous savez, en 2018, on était prêt. On avait tout préparé pour aller aux législatives. Au dernier moment, on a dit non. C'est la preuve que ce n'est pas parce qu'on s'est organisé, on a préparé les législatives, qu'on doit y aller obligatoirement. On peut, pour une raison ou pour une autre, dire non. Ça ne nous intéresse pas parce que nous n'avons pas obtenu ceci ou cela. Ou alors en disant, malgré cela, compte tenu
de l'engagement des populations, compte tenu de la volonté de nos militants, sympathisants et le peuple togolais d'obtenir l'alternance politique, nous allons y aller pour être présents dans les régions. Ça, c'est une décision politique qui n'appartient que à l'ANC. Merci beaucoup, Éric Dupuis. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. Votre parti a 11 ans ce jour. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter joyeux anniversaire ou pas, mais qu'est-ce que vous souhaitez que je vous souhaite? Disons que je voudrais d'abord saisir l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'ANC, surtout aux sympathisants, aux nombreux sympathisants, militants, qui font que ce parti existe et a cette grande notoriété dans le pays depuis 11 ans. Vous savez, sans ces centaines de milliers de personnes, l'ANC serait rien. C'est ça. C'est grâce à eux, aux femmes, à la jeunesse, à tout ce monde-là que nous continuons à travailler. Donc, je leur souhaite un joyeux anniversaire. Maintenant, vous me demandez ce que vous souhaitez que je vous souhaite. Non, ce que vous voulez que je vous souhaite. Alors, je vais vous répondre tout simplement. Dites-moi bon vent. Bon vent, bon vent alors. Bon vent, nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir dans l'émission comme c'est de tradition avec les numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37 et puis ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ils peuvent également laisser leurs commentaires et questions. Je me chargerai de les transmettre à notre invité. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, monsieur Rédité. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Pelé. Ah, monsieur Pelé, comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, écoutez, avant que vous nous posiez votre question, je voudrais vous dire deux petits mots. Soyez gentils. Ayons un respect pour nos auditeurs et évitons de revenir toujours sur les mêmes questions. Essayons de nous écouter et de poser des questions qui puissent nous aider à avancer. Je vous remercie. Merci. Ok. D'abord, la première question, c'est concernant ce qui nous arrive toujours au Togo. C'est-à-dire, à chaque élection, il y a de la violence. Qu'est-ce qui amène la violence? Si on pose la question, on doit savoir que c'est à une série politisée. Et à la Sénat, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes contre une série technique. Et que vous savez pertinemment que M. Eric dit que la politique c'est le football. Et le principe du football, c'est que l'arbitre est le seul maître du terrain. Et en politique, la décision de la Cour constitutionnelle et de la CENI est inattaquable. Pas inattaquable, je veux dire. Bon, quand vous parlez aujourd'hui que la CENI politisée est la meilleure solution, je vais vous donner un exemple que vous allez me détailler. Je prends hier le match Togo-Congo. L'arbitre, le trio arbitrage, la FIFA a décidé que le trio arbitrage soit le trio congolais. S'il vous plaît, cher ami Pelé, est-ce que vous ne voulez pas schématiser ou en fait rendre beaucoup plus concret votre question? Vous voulez poser la question sur l'importance ou non d'une CENI technique ou pas? En réalité, c'est ça? Oui, voilà. Si lorsque à chaque élection, et on sait que quand on parle d'une CENI politisée, c'est l'autre qui prend la tête. Et que ça touche la position. Si nous arrivons à une CENI technique, ça veut dire que si M. Atanti voulait arriver à la CENI, il faut que M. Atanti arrive à la CENI avec sa compétence. On ne retrouve pas pour le pas au nom de l'ANC. C'est tout une CENI technique. Bien, merci. Merci, cher ami, pour votre développement. Il a été relativement long, invité. Vous voulez bien... Oui, je vais répondre rapidement à mon ami Pelé. Non, d'abord, je n'ai pas dit que je suis contre la CENI technique.
je lui ai dit que ce qui importe, c'est que cette CENI politique soit surtout indépendante. Et j'ai beaucoup insisté sur l'indépendance de la CENI. Maintenant, M. Pelé parle de l'arbitre. Mais oui, nous disons la même chose, puisque nous demandons à ce que l'arbitre de la CENI, c'est-à-dire le président, soit quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne soit pas politisé, qui puisse permettre de trouver un consensus au sein des membres de la CENI. Parce que quand vous parlez d'une CENI technique, ça voudrait dire qu'il faut trouver des techniciens. Mais des techniciens, il y en a qui sont politiques, qui sont politisés. Même si vous leur demandez, même si on demande à M. Attanti d'intervenir à la CENI, de laisser de côté son habit de membre de l'ANC, mais c'est un humain. C'est un humain, ce n'est pas garanti d'avance. Il faudrait qu'on ait une expérience peut-être un peu plus longue de l'objectivité de la CENI avant d'en arriver à une CENI technique. On n'est pas contre la CENI technique et il faut trouver des hommes techniques, des hommes intègres qui puissent jouer ce rôle-là. Bien, merci pour les éclairages. Nous allons retourner au téléphone pour le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Taoufik. Taoufik. Bonjour, monsieur Taoufik. Salut, monsieur Dupuis. Bonjour, monsieur Taoufik. Joyeux anniversaire à l'ANC. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne le courage, la force pour avancer. Amen. Moi, personnellement, j'aimerais comprendre quelque chose. Nous avons tous nous sommes tous partis dans ce pays pour que les maires soient élus. À notre étonnement, nous avons vu que l'autorité sur le territoire de certaines mairies, on dit que ici, le maire n'a pas de pouvoir. Ce chantier, ce n'est pas pour la mairie. Et nous sommes dans les localités, nous voyons que les choses vont mal. L'autorité ne fait rien. La mairie aussi dit que lui n'a pas le pouvoir. Par exemple, si vous prenez exemple, le grand marché de Lomé, le maire de Gosca, par exemple, n'a pas le droit d'intervenir au grand marché. Et un certain état. Est-ce que nous allons voter pour un état que chacun servir pour que le pays avance? Et de deux, à voir ce qui s'est passé en France hier avec la société civile et je ne sais pas quoi faire nous donner la France. Vu les questions posées par l'AGF, comment est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous avez pu apprécier ce qui s'est passé? Taoufik, merci beaucoup. Ça veut dire que vous ne nous suivez pas depuis le début de cette émission, puisque nous avons consacré une large page à cette actualité liée au sommet France-Afrique, au sommet Afrique-France, selon la façon dont on veut bien le désigner. La première question, partie de la question aussi, c'est une vieille question sur l'autorité des maires. Non, ce que M. Taoufik a dit est une réalité, c'est-à-dire que la décentralisation tant attendue et tant voulue n'a pas abouti. Nous sommes dans une situation où les élus locaux n'ont pas plein pouvoir et c'est souvent qu'on voit que l'État, à travers l'administration, que ce soit les préfets ou le ministre de l'administration territoriale, interviennent dans l'exercice du pouvoir des maires. Et c'est dommage. C'est dommage. Quand vous voyez par exemple, M. Taoufik parlait des marchés, oui, certains marchés, normalement les marchés dépendent des maires. Mais on vous dira, dans telle circonscription, ce n'est pas dans telle commune, ce n'est pas au maire d'intervenir, c'est à tel organisme d'intervenir, ainsi de suite. Donc,
Vous savez, parfois les préfets dans certains coins se croient au-dessus des élus qui sont les maires et leurs adjoints. Donc, disons que Pour vous, le processus n'a pas abouti. M. Taoufik a bien compris, le gouvernement, le régime RPT Unir n'a pas encore bien compris le sens de la décentralisation et c'est malheureux. On va retourner au téléphone pour un autre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est monsieur Félix. Félix. Je vous appelle de la Félix, vous nous appelez d'Adakwa, mais parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Bonjour monsieur Félix. Oui, je salue monsieur et je dis bon anniversaire au grand parti du Togo. Malgré les fraudes, l'AFD reste toujours le plus grand parti du Togo. Merci pour le travail des premiers responsables de l'AFD et des militants et sympathisants. Ok, à ma question, nous parlons des communes. Aujourd'hui, nous prenons un qui est en tête, M. le maire Goumado, qui est de l'ANC. Mais il y a des lampadaires qui sont déjà installés sur le tronçon de la station d'Arapa, mais en allant vers le marché d'Abokopé. Ça fait 2 ans déjà que les lampadaires ne s'allument pas. Vous appelez le maire dit qu'il n'est pas compétent pour gérer cette affaire. Alors, qui est compétent pour gérer cette affaire? Voilà le problème de la décentralisation au Togo. Donc, nous interpellons l'ANC et les autres partis d'opposition pour essayer de voir si on peut régler au moins la loi sur la décentralisation un peu, pour donner des autorisations aux maires pour qu'ils puissent exercer en plein droit sur leur territoire. Merci beaucoup. Bien, merci, cher ami. Monsieur Félix, je comprends votre question et elle est totalement légitime. Malheureusement, je ne suis pas un élu local, je ne suis pas maire. Je vais transmettre votre question au président national qui est maire de Golfe 4 ainsi qu'à M. Goumarou pour voir comment on peut intervenir pour que ces soucis des administrés de la commune soient réglés. C'est difficile parce que je vous disais tout à l'heure que le régime n'a pas encore compris le sens même de la décentralisation qui est quelque chose d'enrichissant pour nos populations. Il y a une confusion entre déconcentration et décentralisation dans la tête de nos dirigeants. Vous savez, ils ont régenté ce pays pendant des années sans partage et du jour au lendemain, on leur demande de partager une petite partie de leur pouvoir. Ils sont mal à l'aise pour le faire. Mais patience, il faut continuer à se battre au jour le jour pour leur faire comprendre que la décentralisation est importante et il faut la faire dans son entier. C'est la deuxième question portant sur la décentralisation dans cette émission. Je rappelle que vous-même, vous auriez pu être élu local quelque part dans Golfe 2. Dans Golfe 2, si ma mémoire est bonne. Maintenant, il y a eu des circonstances qui vous ont finalement écarté. Est-ce que c'est quelque chose qui continue pas à vous marquer? Non, ça ne m'a pas marqué du tout. Vous avez tourné la page? Oh, depuis longtemps. Oh là là, le jour même. Vous savez... vous n'êtes pas rancunier, alors? Vous savez, ce qui s'est passé est assez cocasse. La Cour suprême, qui n'est pas du tout habilitée à rejeter des candidatures, s'est permis de rejeter des candidatures dans ma liste. Quand on lit le code électoral, quand on lit la Constitution, il est bien précisé que la Cour suprême publie les résultats et les valide. Les résultats, comme la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'intervient pas dans le montage des dossiers au niveau des députés.
Et ça a été fait parce que, tout simplement, on n'a pas voulu que la ANC détienne la quasi-totalité de Lomé, du Grand Lomé. Parce que vous allez voir que dans ce cas-là, il y aura Golfe 1, Golfe 2, Golfe 4, ainsi de suite. Ça dérangeait les dirigeants de ce pays-là. Donc, il fallait sacrifier quelqu'un. Ils ont choisi de sacrifier M. Dupuis. Mais cela n'est pas grave. Non, vous avez tourné la page. C'est ce qu'on peut retenir de votre intervention. On va retourner au téléphone pour notre auditeur. C'est le 4e. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Quel est votre nom? Vous parlez tantôt de la jeunesse africaine. Et vous semblez vouer une certaine admiration pour cette jeunesse africaine qui s'est exprimée. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah. Qui... Mamadou, Oui, Mamadou. Ah, Ok, Mamadou, vous êtes à l'antenne, allez-y. Au début, votre invité disait que la conférence de la boule n'a bien donné au Togo. Oh, je n'ai pas dit ça. Cause. Avant la conférence, il y avait combien de radios privées? Ah. Ce qu'il est en train de parler. Avant, il pouvait parler comme ça. Un tas. Deuxièmement, il a dit que les autres pays ont changé de président. Le problème est quoi? Est-ce que dans les autres pays, il y a eu chasse à l'homme? Au Togo, après la conférence, il y a eu chasse à l'homme. C'est ça. Depuis là, tout le monde cache ça. C'est ça que ça n'a pas marché, ça ne marche pas toujours jusqu'à présent. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il était au Togo ou pas. Quand il y avait eu chasse à l'homme au Togo, des fois on dit qu'on a voté mal. Comment on a voté mal? Non, mais en fait, cher ami Mamadou. Celui qu'il veut. Mamadou. Oui. Oui, on a noté, on a compris le sens de vos interventions. Notre invité va réagir. Quand M. Mamadou parle de la chasse à l'homme, je ne sais pas de quelle période il parle. Il dit après la conférence nationale. Après la conférence nationale, il y a eu des chasses à l'homme et M. Mamadou trouve cela normal. Non, mais en fait, il explique que cela, que peut-être que ça qui fait qu'il n'y a pas d'alternance depuis. Est-ce que c'est normal que dans un pays, il y ait une chasse à l'homme? Dans un pays normal, les citoyens ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il n'y a aucune raison pour cela de les poursuivre ou de les chasser. Je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que ça s'est passé ailleurs qu'on doit l'accepter au Togo. Non, mais en fait, si je comprends bien la question de Mamadou, en réalité, il lit la difficulté à avoir l'alternance politique au Togo. Cette question liée à ce qu'il appelle la chasse à l'homme. La chasse à l'homme a été organisée par qui? Mais en fait, il n'est plus dans le direct pour vous le dire. Par qui? Quand les militaires ont tiré sur les populations, ce sont les populations qui ont tiré sur qui ont créé les chasses à l'homme. Je n'ai pas très bien compris. Vous n'avez pas très bien compris. On passe à la deuxième question sur le discours de la Baule. Le discours de la Baule, j'ai dit que c'est bien bon. Il me demande d'ailleurs si aujourd'hui je m'exprime devant une radio. Mais écoutez, monsieur Mamadou, le monde évolue. Monsieur Mamadou aurait voulu qu'on interdise à l'opposition de passer sur les radios. Le monde évolue. Mais ce n'est pas parce que je parle à la radio que je dois accepter l'inacceptable. Monsieur Mamadou est peut-être bien dans sa position, dans sa posture, certainement membre du RPT-UNIR. Je le salue, je le respecte. Mais qu'il respecte aussi ce que moi je pense de ce régime. Il met en avant en réalité, parmi les retombées, des ouvertures constatées au début des années 90, l'érection des stations radio. Depuis les années 90 jusqu'en 2021, 31 ans, le monde n'a pas évolué. Quel âge avait M. Mamadou à cette époque? Quel âge il a aujourd'hui? Bien, c'est noté. Il y a la question de Chris, le sauveur Chris. C'est une question liée à votre admiration face à ce que la jeunesse africaine a pu réaliser à Montpellier. Il dit, au niveau de l'ANC, quelle est la situation de la jeunesse
de votre parti, quels sont les moyens que vous donnez à cette jeunesse pour que cette jeunesse ait le même niveau que... Moi, je dirige une commission communication. Il y a des jeunes dedans. Il y a même un jeune qui a 25 ans. C'est M. Assila, Kevin. Et dans nos structures, quand vous prenez le comité politique, c'est à 80% des jeunes de moins de 50 ans. Quand vous prenez le bureau national, il y a des jeunes. Et la ANC a une section jeunesse qui fonctionne. Et d'ailleurs, pas plus tard que samedi, le président était face à la jeunesse de la ANC pour parler de l'actualité politique et pour parler du rôle de maire. Donc nous avons un grand intérêt pour cette jeunesse. Et chaque fois que nous avons la possibilité de la promouvoir, de lui donner les moyens, nous le faisons. C'est le souci permanent d'ailleurs du président national, Jean-Pierre Farr. Bien, merci. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Atiogo. Oui, on vous appelle comment? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Monsieur Innocent. Bonjour, monsieur Innocent. Innocent. Oui, on vous écoute, Innocent. Bonjour, monsieur Vitipi. Bonjour, monsieur Innocent. Joyeux anniversaire à l'ANP. Merci beaucoup. Je veux surtout vous encourager à continuer votre boulot, parce que c'est pas facile. Accepter vraiment de continuer pour le bien de la population togolaise. Merci. On dit souvent qui aime bien châtie bien. Merci beaucoup. Donc c'est souffrir que la population espère beaucoup de vous, de l'ANP. Bien. Encore joyeux anniversaire. Donc, vous n'avez pas de questions. Vous n'avez pas de questions. Visiblement, vous n'avez pas de questions. Merci quand même d'être passé et laisser votre joyeux anniversaire. Un message de joyeux anniversaire que je ne manquerai pas de transmettre au Bureau national, au président national également. Après Innocent, nous allons insérer notre auditeur. Allô, bonjour. Oui, quel est votre nom? Oui, quel est votre nom? Roger, vous êtes à Lomé, là, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, joyeux anniversaire à l'ANP. Bonjour. Beaucoup de courage avec M. Dupuis. Merci. Quelques jours, quelques émissions, on a eu des gens, des personnalités comme qui ont parlé comme des courtisans, mais là, il a parlé garçon. Bon. Mais maintenant, ce qui est ma préoccupation, c'est le CFA et la nouvelle de la monnaie, et qu'est-ce que les gens font, et qu'est-ce que les partis font pour aider les partis au pouvoir, bien la majorité des députés à prendre une bonne décision, parce que ça engage le pays et l'avenir, ça ne va pas engager un parti, mais tout l'avenir de nos pays, donc qu'est-ce que les partis font? Bon, deuxième partie, c'est par rapport un membre influent de leur parti avait beaucoup parlé pendant les vaccinations. Les vaccins, ils ont pris tellement de positions. On a l'impression qu'ils délignent à la population leur liberté de choix. Parce que vous savez, l'hésitation est née de cette situation antérieure. Parce que subitement, on a commencé à nous aider tellement que nous nous doutons. On a vu comment des gens sont tombés des balles sous des feux, plus brusquement. On nous apporte la vie, on nous aide. Donc ça paraît un peu bizarre, c'est ce qui fait qu'on est hésitant. On a vu que du côté de l'ANC, bon, c'est pas, on ne nous laisse pas la liberté, qui cautionne, ce qui nous bouscule pour aller chacun à sa vie. On aimerait avoir la liberté. Non, c'est noté, cher ami Roger. L'invité va réagir à vos préoccupations. Merci. Merci beaucoup, Roger. D'abord, vous avez posé une question concernant le franc CFA. Nous avons exprimé à maintes reprises nos positions face au franc CFA parce que nous disons que la liberté d'un pays, l'autonomie d'un pays, c'est d'abord par sa monnaie. Et vous savez que le père fondateur de l'indépendance du Togo avait, je parlais de Sylvanus Olympio, avait comme objectif la création d'une monnaie togolaise.
ça ne lui a pas porté bonheur. Maintenant, vous demandez qu'est-ce que la ANC fait, qu'est-ce que les partis politiques font pour conseiller le régime en place. Malheureusement, le régime en place n'entend pas des conseils. Le régime en place fait tout en solo, c'est-à-dire le plus discrètement possible, et voit ce qui est dans son intérêt et non nécessairement ce qui est dans l'intérêt des populations togolaises. Donc il est difficile d'approcher ceux qui régent ce pays pour leur donner un quelconque conseil. C'est comme ça. Parce qu'ils estiment qu'ils savent tout. Ils ont tous les éléments en main pour pouvoir diriger ce pays comme ils l'entendent. Ils n'ont malheureusement ni besoin de vous, ni besoin de nous pour faire ce qu'ils ont envie de faire. La deuxième question. La deuxième question. Comme ça. La deuxième question. La deuxième question qui concerne la Covid-19. La Covid-19... Sur la vaccination, en réalité. Mais c'est la Covid-19. Monsieur Atelier, c'est bien ça. Oui, la Covid-19 implique beaucoup de choses, mais sur le volet vaccination. Non, la Covid-19, actuellement, est une pandémie qui tue beaucoup. Moi, je suis vacciné. Je l'ai dit, puisque j'ai eu la maladie. Quand j'étais guéri, la première chose, c'est de me faire vacciner. Et je pense, comme beaucoup d'autres, comme mon parti, que la vaccination est un mal nécessaire, qu'il faut aller se faire vacciner pour qu'un grand nombre de compatriotes soient vaccinés. Parce qu'à partir du moment où un grand nombre de la population est vaccinée, le risque de contamination va diminuer et petit à petit, on pourra enrayer cette maladie. Qu'est-ce que la vice-présidente, Madame Isabelle Ameganvi, a dit concrètement? Elle a appelé les populations à aller se faire vacciner, comme l'ANC l'a fait au moins à 2 reprises. Et elle a ajouté, elle a condamné ceux qui déforment sur les réseaux sociaux, et elle a souhaité que ces gens-là, s'il le faut, soient poursuivis juridiquement. Mais il y a tellement de désinformation sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on ne peut pas tout contrôler. Maintenant, on joue avec la vie des hommes. On dit aux gens, n'allez pas vous faire vacciner parce que vous allez mourir dans 2 ans. Mais c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun fondement. Nous disons qu'il faut que cela cesse. Pour pouvoir, M. Roger parle de sa liberté, son libre arbitre, pour pouvoir jouir de son libre arbitre, il faudrait qu'il ait des informations fiables, sérieuses, et non des montages fallacieux et des mensonges qui traînent sur WhatsApp et compagnie. Donc, je suis d'accord avec Madame Isabelle Ameganvi. Je le dis, je suis d'accord avec elle. Je ne dis pas nécessairement qu'on amène en justice tout le monde, mais ceux qui sciemment désinforment sur les réseaux sociaux, il faudrait trouver un moyen pour les poursuivre. Ça a surpris un certain nombre d'observateurs, tout simplement parce que on sait que venant de l'opposition, très souvent, vous reprochez un certain nombre de choses à la justice togolaise. Madame Ameganvi est avocate. Oui, ça on le sait. Elle sait de quoi elle parle. Avant d'être vice-présidente de l'ANC, elle est juriste de nom. Donc, quand elle parle de traduire en justice, elle sait de quoi elle parle, plus que moi-même. Non, mais en fait, ce qui a surpris un certain nombre de Togolais, c'est que très souvent, vous ne faites jamais confiance à la justice togolaise. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas confiance en la justice togolaise qu'on ne doit pas demander que des gens soient punis. Bien, ça combien de fois Jean-Pierre Fabre a saisi la justice et que ça n'a pas eu de suite au Togo? Mais ça n'empêche pas que demain, on peut saisir encore la justice. Mais moi, je voudrais inviter les populations à aller se faire vacciner. Ce n'est pas difficile. Et ça ne... Vous savez, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, 90% des populations seraient déjà vaccinées. C'est les réseaux sociaux. Vous savez, quand on était à l'école... Ce n'est pas seulement au Togo. Quand on était à l'école, tout petit, BCG, on venait nous le faire à l'école. À Siabotano, on ne demandait pas l'autorisation de nos parents. Les antipolio, des TTAB, on venait nous les faire à l'école. Oui, ça n'a jamais suscité autant de débats. Les réseaux sociaux sont un mal nécessaire, malheureusement. Aujourd'hui, vous-même qui êtes là, vous prenez de l'aspirine, vous savez sa composition, vous savez le mal que ça peut vous faire?
On a noté votre appel à ce que les Togolais aillent se faire vacciner. Après Roger, un autre auditeur. Allô, bonjour. Ah, l'auditeur, il est parti. On va essayer d'insérer un autre auditeur. J'espère que rapidement, on peut avoir cet autre auditeur. Allô, bonjour. On ne l'a pas encore. Nous parlons tantôt du sommet de Montpellier. Nous parlons également des prises de position d'un certain nombre d'Africains à ce sommet, notamment pour ce qui concerne les mandats présidentiels. On sait ce que les mandats présidentiels font de mal à notre sous-région, notamment la Guinée et le Mali, il n'y a pas très longtemps. Sur la situation de la Guinée, on ne vous a pas souvent écouté. Quelle est votre lecture? Ben, on s'est exprimé là-dessus, hein. On a sorti même un communiqué, je crois. Vous, personnellement? Ben, ma lecture, c'est que, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, hein, c'est le non-respect de la Constitution qu'on s'est librement donné, le non-respect des lois qui gouvernent nos pays. On tripatouille, et puis les dirigeants, quand ils sont là, ne veulent plus partir, et on tripatouille la Constitution pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Et quand on voit par exemple notre pays, tous ceux qui sont là depuis des années, il y a des ministres qui sont là depuis les années 90, depuis 30 ans qui sont ministres. Et ils sont Mais qui par exemple? Bah, Monsieur Boukossi est devenu ministre dans les années 90. Je crois que tout le monde le sait au Togo. Je n'ai rien contre Monsieur le ministre, mais c'est une réalité. Donc, le pays n'avance pas. Il y a d'autres compétences. Il faut l'alternance. Si vous avez dirigé, vous avez gouverné pendant des années, il faut que d'autres personnes arrivent, d'autres sensibilités, parce qu'on ne voit pas les choses nécessairement de la même manière. Ce n'est pas la pensée unique. Tout à l'heure, Roger demandait pourquoi on ne peut pas aller voir le régime et parler du franc CFA. Ça engage l'avenir des Togolais. Mais non, ça ne les intéresse pas. Parce que vous êtes de l'opposition, vous êtes à combattre, on n'a pas à avoir des leçons de votre part. Vous êtes des incapables, c'est pour ça que vous êtes dans l'opposition. Donc, cette démarche intellectuelle ne permet pas de faire avancer notre pays. Nous demandons l'alternance politique, et c'est à cause du refus de l'alternance politique qu'il y a des coups d'État, comme ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée. Moi, j'ai rencontré le président guinéen dans l'affaire du Togo en 2018. Je vous avoue, avec le recul, que quand on avait commencé les discussions avec le Ghana, avec Nana Akufo-Addo, on avait un certain espoir. Mais à partir du moment où la CEDEAO s'était impliquée, nous savions déjà en ce moment-là que nous partions droit dans le mur. Mais vous n'avez pas, ça ne vous a pas empêché d'aller, par exemple, à Conakry. Mais quand vous êtes dans une discussion et que vous voulez aboutir, il faut aller jusqu'au moment où vous ne pouvez pas. Quand on est arrivé à la discussion finale et qu'on nous a demandé l'inacceptable, on a dit non, on arrête les discussions et on ne prend pas part aux élections. Bien. Ça a été clair. Bien, merci. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Si vous voulez monsieur. participer à l'émission, vous donnez votre nom. Oui, moi, c'est Richard du Danemark. Vous, monsieur? Et actuellement en vacances au Togo. Monsieur de Danemark. Oui. Votre nom, c'est quoi? C'est Richard du Danemark. Richard de Danemark. Ok. Richard, ouais. Ok, allez-y. Bienvenue au Togo. Merci. J'aimerais poser la question au vice-président de l'ANC. Non, il n'est pas vice-président. Votre parole. Oui. Par quelqu'un là, il n'est pas temps de revoir la composition des partis politiques sur notre terre du Togo. Parce que je pense que c'est la multitude des partis politiques au Togo qui font l'échec des partis politiques. Si on arrivait à voir le système qui se fait actuellement au Bénin, ailleurs, réduire la quantité, le nombre de partis politiques existants sur le terrain africain, je pense que ça peut réduire un petit peu les discordes qui existent en Afrique. Je pense que c'est le point même qui fait que les partis politiques n'arrivent pas à émerger.
Merci, cher Merci. ami, pour votre lecture. Il pense qu'il faudrait revoir le nombre de partis politiques, notamment dans notre pays, on est à 122, je crois. J'ai failli ne pas bien comprendre la question, maintenant j'ai très bien compris. Oui, c'est un gros problème dans un petit pays comme ça, de 7 millions d'habitants. Nous avons une centaine de partis politiques. Il y a des partis politiques qui n'existent que sur papier ou qui ne sont représentés que par une seule personne. Bah, réduire, ce n'est pas, ça ne peut pas venir de nous, partis politiques de l'opposition. Ça ne peut venir que d'une volonté de l'État de réglementer davantage la charte des partis politiques. Il y a une charte des partis politiques, mais que personne ne respecte. Si on regarde bien le paysage politique togolais aujourd'hui, les partis politiques dignes de ce nom, je ne veux blesser personne, mais on ne doit pas dépasser une vingtaine. Et encore une vingtaine, c'est beaucoup. Mais on ne doit pas dépasser une vingtaine. Or, sur le papier, nous avons une centaine. Mais il ne faut pas oublier, Monsieur Richard, que certains de ces partis politiques sont suscités par le régime, sont aidés par le régime et qui souvent se réclament de l'opposition, mais qui n'en sont pas. Qui se réclament de l'opposition, mais qui n'en sont pas, et qui sont là pour brouiller les pistes. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de la CENI. Il y a à la CENI un parti politique qui n'existe pratiquement plus depuis une vingtaine d'années. Mais qui, à chaque renouvellement... C'est lequel? Qui, à chaque renouvellement... C'est quel parti? De la CENI, est là. Est représentée. C'est quel parti? Ah non, je ne veux pas... Non, mais en fait, les Togolais veulent comprendre. Vous le savez aussi bien. Mais moi, je ne le sais justement pas. Vous le savez. Est-ce que vous parlez du PDA, par exemple? Vous savez, ce parti n'existe plus sur les papiers, mais à chaque fois que la CENI est renouvelée, ce parti est là, comme parti de l'opposition. Pour quelle raison? Il n'y a que le régime MPT uni qui pourra nous le dire. Nous allons dire un ou deux mots de votre parti, l'ANC. Nous disions tantôt que vous avez 11 ans ce jour. On sait que cette dernière semaine ou ces derniers mois, votre parti a recommencé par faire de la sensibilisation. Où en êtes-vous aujourd'hui? Nous avons commencé les sensibilisations depuis 3 mois, je crois, ou 3-4 mois. Même plus, je crois que ça doit être antérieur à ça. Nous avons sillonné tout le Togo. Nous avons fait dans un premier temps toute la région maritime, où nous avons rencontré les bureaux fédéraux, les associations, les sections jeunesse, les sections dames de nos régions. Et puis après, nous avons attaqué la région des plateaux. Nous avons fait toute la région des plateaux. Puis nous nous sommes transportés tout dernièrement dans la région centrale, dans la région de la Kara et dans la région des savanes. Donc nous avons bouclé tout le pays. Et on peut dire que nos structures sont en bonne santé et se mettent au travail. Et il faudrait que rapidement nous renforcions les moyens à leur disposition. Une seconde tournée sera certainement organisée prochainement, une tournée d'évaluation pour préparer la grande tournée du président national qui va couvrir tout le Togo. Mais avant cela, il y aura une tournée dans le Grand Lomé Golfe, puisque quand on a fait la région maritime, on a laissé de côté le Grand Lomé puisque c'est la proximité, et ça va être bouclé également. Puis le président national, comme il a l'habitude de le faire, va sillonner le pays à la rencontre des populations togolaises. Qu'est-ce que vous attendez de toute cette tournée-là? Nous sommes un parti politique. Nous attendons que nos populations confirment leur confiance et leur soutien à l'ANC. Tout à l'heure, j'ai entendu dire
par l'un de vos auditeurs que l'ANC est un grand parti. Oui, elle demeure un grand parti. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que c'est le plus grand parti. Oui, non, c'est pas la même chose. Bon. Est-ce que vous êtes le plus grand parti? Elle demeure un grand parti. Non, mais en fait, est-ce que vous êtes le plus grand parti du pays? Je dis qu'elle demeure un grand parti et il faut rassurer les populations. Il faut que les populations qui ont toujours fait confiance en l'ANC, ceux qui peut-être se sont un peu éloignés, reviennent au bercail, parce que je suis persuadé que si demain il y a une alternance politique au Togo, elle passera nécessairement par l'ANC. La question de l'alternance est une vieille question également dans notre pays. Je disais tantôt en introduction que la couleur orange peut signifier également des ambitions. Je ne sais pas si c'est vrai à l'ANC. Si c'est vrai, quelles sont les ambitions que vous nourrissez là? Après, ce qu'on a connu en 2020 notamment, où votre parti politique a eu des difficultés à exister. Non, l'ANC n'a pas eu de difficultés à exister. L'ANC a beaucoup souffert d'un tir croisé, d'un tir nourri de la part d'une certaine opposition qui s'était fixée comme cible le président national de l'ANC, les cadres de l'ANC ainsi que l'ANC. On a voulu la mort de l'ANC, il y a eu des dénonciations calomnieuses, il y a eu des insultes même au sein des églises, où un archevêque a traité le président national de Judas et qui lui a même promis la pendaison comme Judas. Bon, tout ça là, ce n'était pas fait pour aider la lutte. Malheureusement, cela a beaucoup démobilisé et cela s'est traduit par une abstention très très importante, près de 60% de taux d'abstention dans la région maritime. Ça, on ne le dit pas assez. Ça, c'est votre chiffre. Écoutez, moi, je ne parle que de choses que je connais. Je ne fais pas de suppositions. Je n'annonce pas des résultats que je ne connais pas et que je ne peux pas vérifier. C'est la différence qu'il y a entre moi et certaines personnes. Ce que j'avance, c'est que je les ai vérifiés. Si je ne l'ai pas vérifié, je ne peux pas l'avancer. On l'a vérifié à l'ANC? Bien sûr, puisque nous avons compilé une bonne partie des résultats. Donc ce que je dis est totalement exact. Je n'annonce pas les choses, je ne fais pas des calculs bizarres en disant que j'ai obtenu tant parce que j'ai pris tant de l'électorat de Jean-Pierre Fabre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On vérifie la réalité des bulletins sortis des urnes et on dit voilà la situation à un moment donné, c'est tout. Et cela n'est dirigé contre personne. Alors je reviens sur ce que je disais. Cette attention est due au mensonge, au montant. Mais ça, vous l'avez suffisamment dit. Vous l'avez suffisamment dit. Non. S'il vous plaît. Vous m'avez coupé, si je ne reprends pas. Il nous reste à peine 1 minute 30 secondes. Bon, alors on conclut alors. Oui, non, mais en fait, on ne va pas conclure. En réalité, ce qui peut intéresser les Togolais, c'est ce qui va se passer dans les prochains temps. C'est sans doute tout ce qui va les intéresser beaucoup plus. Comment on fait pour que demain soit meilleur à hier? En réalité, c'est ça. L'ANC, pour certains, c'est un parti qui est en difficulté. Visiblement, vous me donnez l'impression contraire et sans doute que ça va faire plaisir à un certain nombre de vos militants. Vous avez dit que certains étaient partis et qui sont obligés de revenir. Tout à l'heure, j'ai voulu parler de certaines choses. Vous m'aviez dit que je l'ai déjà dit. Je suis désolé, vous aussi, vous venez de me dire, ça fait la 2e fois que l'ANC était en difficulté. Je vous en ai répondu que non. Donc, vous voyez, si on discute, parfois on est amené à se répéter. L'ANC n'a jamais été en difficulté. On a tout fait pour détruire l'ANC. L'ANC a réussi. Mais en fait, le constat que de l'extérieur on fait, c'est que vous avez eu des difficultés. Maintenant, quelles sont les raisons? Qui est le mieux placé pour savoir si on a eu des difficultés ou pas? Non. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur, ce ne sont pas ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont qu'une analyse totalement déformée. Mais merci, il nous reste quelques secondes. Je ne sais pas si vous aimez le football. Je vais vous demander de commenter en quelques mots le dernier match du Togo entre le Togo et le Congo. C'était ce samedi à Lomé. Visiblement, le Togo a des difficultés. Là, je sens encore le bon pour gagner. Malheureusement, contrairement à M. Fabre,
qui est un féru du sport, moi j'ai un gros défaut, je ne regarde pas les matchs de football, je ne regarde même pratiquement jamais à la télé, parce que je préfère écouter la radio, je suis un fidèle auditeur des radios, je lis beaucoup, je pratique du sport, mais je ne regarde pratiquement jamais la télé, je suis désolé. Bien, merci. C'est une nature que j'ai. Merci quand même d'être venu. Moi, je regarde beaucoup la télévision et notamment les matchs de football. Cette émission, elle s'achève. Merci d'être venu. Je rappelle, Éric Dupuis, il est de l'Alliance nationale de changement, la ANC, qui fête 11 ans ce dimanche. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Boatiobé. Bon dimanche. Au revoir.